Traditionnellement, le chef de corps fait broder une devise personnelle sur le fanion qui indique sa présence sur le mât des couleurs quand il est au quartier. J'avais fait broder un seul mot, servir. Il y a je dirais presque toute une mythologie autour des troupes aéroportées, des soldats d'élite, des soldats qui s'engagent directement dans le cœur des combats. En fait, notre mission, elle est quand même beaucoup plus complexe, notre organisation, elle est plus complexe. Et là, je dirais que la brigade parachutiste, c'est d'abord et avant tout une brigade interarmes. Je suis le général Frédéric Danigo, et je commande la 11e brigade parachutiste depuis maintenant quasiment un an. J'ai eu la chance de servir à la brigade depuis que je suis jeune officier. Je suis arrivé comme lieutenant chef de section au 3e RPIMA en 1997. Et j'étais chef de section de combat pendant 3 ans, avant d'avoir la chance, comme troupe de marine, de partir à Outre-mer. Je suis parti servir 2 ans en Polynésie française, où j'étais chef du centre d'aguerrissement du régiment d'infanterie de marine du Pacifique, Polynésie, RIMAP. Une mission passionnante que j'ai effectuée pendant 2 ans avant de revenir au 3 et de prendre le commandement de ma compagnie. J'ai eu l'honneur de commander la première compagnie du 3e RPIMA pour ma première partie de carrière en tant que jeune officier. Après, de manière assez classique pour un officier de recrutement direct, je suis sincérien, je me suis engagé dans une phase de préparation de l'école de guerre. Donc j'ai été noté en région parisienne à l'EMSOM, qui à l'époque était l'école militaire de spécialisation de l'outre-mer et de l'étranger comme instructeur, où j'ai participé à la préparation de nombreux détachements avant leur départ en mission en Afrique centrale, dans un premier temps, et puis ensuite j'ai récupéré d'autres dossiers comme l'Afghanistan, donc une période aussi extrêmement passionnante, qui m'a permis de préparer le concours, de le réussir, et je m'étais porté volontaire pour suivre une scolarité à l'étranger. Donc j'ai eu la chance d'être retenu pour partir aux États-Unis, dans le corps des Marines, où j'ai fait une année d'études à l'université des Marines à Quantico, en Virginie. Année là aussi extrêmement enrichissante, et retour après cette année d'études au 8e RPIMA. Donc j'ai franchi la montagne noire. Je suis devenu un volontaire, donc j'ai pris le commandement du bureau opération instruction pendant 2 ans. À partir de cette affectation, j'ai eu un parcours qui a été essentiellement marqué par l'interministériel. Donc alternativement des postes en corps de troupes et des postes en état-major central. Donc, j'ai commencé par 3 ans de mobilité au Quai d'Orsay, où j'étais à la direction des Nations Unies. Tuer les gros objets à l'époque, c'était la mise sur pied de la MINUSMA au Mali et la MINUSCA en Centrafrique. J'ai quitté le Quai d'Orsay pour prendre le commandement du 8 de 2015 à 2017, donc cette période est essentiellement marquée par l'opération Sentinelle. Et en quittant le 8, après 2 années de commandement, j'ai rejoint le cabinet du directeur de la gendarmerie nationale, comme conseiller pour les questions de défense et de relations avec le ministère des Armées. Donc là, des aspects opérationnels, bien évidemment, hein, Sentinelle au premier chef, puisqu'on est en appui des forces de sécurité intérieure, dont la gendarmerie, mais une découverte passionnante de nombreux dossiers structurants pour nos 2 institutions, aussi bien dans le domaine des ressources humaines, que de l'innovation, que de la transformation numérique, etc. Donc vraiment une affectation, un champ large, là aussi passionnante. J'ai ensuite été retenu pour suivre la scolarité du Centre des hautes études militaires et été auditeur à l'Institut des hautes études de la défense nationale pendant 1 an. À l'issue de cette scolarité, j'ai rejoint le CPCO, donc le Centre de planification et de commandement des opérations, où j'ai pris le commandement du J5, donc les équipes de planificateurs du CPCO, et j'ai occupé ce poste pendant 3 ans, dans une période extrêmement riche, marquée à la fois par la réorganisation en profondeur de notre dispositif en Afrique, puis la fin de Barkhane, bien évidemment, et puis le début des tensions, et finalement, malheureusement, le déclenchement de la guerre en Ukraine. À l'issue de ces 3 ans, j'ai eu l'immense honneur, une immense joie personnelle de rejoindre la 11e BP, qui est ma brigade de cœur. Ça où j'ai grandi comme jeune officier, celle où j'ai commandé. Est-ce que c'était une aspiration que vous avez de revenir à la brigade et la commander? Oui, bien sûr. Ça, vous trouverez personne qui occupait ce fauteuil qui vous dira que c'était pas une aspiration profonde. C'est évidemment
C'est évidemment une ambition. Alors, j'allais dire un rêve, mais en fait, c'est pas un rêve parce qu'on se donne les moyens aussi. Hein. Donc c'est une ambition, qu'on porte quand on est officier à la brigade, bien évidemment. Parce que, je dirais, parce que c'est déjà la suite naturelle d'un parcours professionnel qui est orienté sur la prise de responsabilité de plus en plus importante au fur et à mesure. Et puis, je dirais, pour ce qui est de nos affectations dans les forces, il y a aussi une dimension personnelle très forte. Il y a un esprit de corps extraordinaire dans la brigade. Donc, c'est aussi une dimension j'ai presque charnel, d'attachement presque charnel à cette brigade, à ces régiments, et puis aux parachutistes en général. Vraiment une immense joie et un grand sens de responsabilité quand on arrive ici. Cette brigade, comment vous la définissez? Quand vous expliquez à quelqu'un qui ne connaît pas la brigade parachutiste, comment vous la définissez? Comment je la définis? Alors c'est assez complexe à expliquer en fait, parce qu'il y a je dirais presque toute une mythologie autour des troupes aéroportées, des soldats d'élite, des soldats qui s'engagent directement dans le cœur des combats. En fait, notre mission elle est quand même beaucoup plus complexe, notre organisation elle est plus complexe. Et là, je dirais que la brigade parachutiste, c'est d'abord et avant tout une brigade interarmes de l'armée de terre. C'est la première mission que je reçois du chef d'état-major de l'armée de terre. C'est organiser, entraîner, préparer en permanence un système de combat capable de travailler pour le compte sur un spectre de mission qui est je dirais, plus large que les autres brigades. Donc on est à la fois une brigade légère, capable de travailler, de combattre sous blindage sur la ligne des contacts. On est une brigade qui a un contrat opérationnel extrêmement exigeant en termes de réactivité. Donc, ce qui est profondément ancré dans l'état d'esprit de la brigade, c'est l'alerte. C'est la capacité de projeter sur très très court préavis. Je dirais que c'est vraiment ce qui structure à la fois la mentalité, l'organisation, même dans certains aspects, les matériels dont on dispose, et puis surtout le biorhythme des régiments. C'est vraiment le cœur de notre culture professionnelle. Donc c'est la force de réaction rapide, la QRF-TAP, qui est en alerte toute l'année à 48 heures. Cette QRF-TAP, pour moi, c'est le contrat opérationnel, le contrat opérationnel le plus contraignant, et qui est la première brique qu'on va poser dans notre programmation pour pouvoir ensuite remplir la totalité de nos missions, s'organiser autour de ce contrat opérationnel. Donc c'est un outil qui est extrêmement performant et qui nécessite de tenir tout le monde sous pression. Et je dirais que ça fait partie de ce que la brigade vit intensément au quotidien. Et le troisième aspect, si on doit définir la brigade, c'est un outil qui permet de travailler également en fonction des besoins sur le théâtre des opérations dans la profondeur et d'aller non pas, comme je disais dans le premier cadre d'emploi, sur la ligne des contacts, mais plus loin derrière, avec là pour le compte des procédés d'exécution particuliers et un type de combat extrêmement décentralisé. Qui nécessite là aussi un état d'esprit, une mentalité et je dirais un style particulier qui est l'essence même du combat des troupes aéroportées. Voilà. En gros, les trois grands déterminants du caractère de la brigade. Quand on regarde les autres armées dans le reste du monde, c'est un peu la même chose, c'est les mêmes types d'usages pour une brigade parachutiste. Alors, je dirais que l'existence d'une brigade parachutiste ou d'une grande unité organisée autour de la capacité à être projetée par la troisième dimension, c'est un marqueur des grandes armées modernes, pour prendre un terme simple à comprendre. Vous allez trouver des grandes unités parachutistes ou aéroportées du côté américain. Les Britanniques ont notre partenaire, la 16e Air Assault Combat Brigade Team. Les Allemands ont maintenu une capacité à remporter et partout ailleurs en Europe, vous allez avoir des unités de taille un petit peu inférieure. On a nos partenaires espagnols qui ont également une belle capacité aéroportée, qui l'entretiennent avec soin. Pour le reste,
c'est beaucoup plus modeste, je dirais, en termes de capacité. Il n'y a pas ce qui caractérise la brigade, c'est la capacité à projeter véritablement un groupement tactique interne, c'est-à-dire avoir toutes les fonctions opérationnelles dans un module cohérent avec la mêlée, les appuis, le commandement, une logistique adaptée, une capacité de ravitaillement, de livraison et de ravitaillement par air qu'on possède en interne de la brigade. Et puis, si on regarde du côté de nos compétiteurs, bien évidemment, les Russes ont maintenu des capacités extrêmement importantes dans ce domaine-là, et d'autres compétiteurs les développent. Ouais. Alors, dans les cas très récents, on peut parler, récent, il y a à peu près 2 ans, le début de la guerre en Ukraine. Oui. Cette tentative russe de justement, qui ressemble un petit peu à un scénario qui est drillé en France, d'aller prendre un aéroport pour maîtriser justement l'ennemi dans la profondeur et ensuite arriver par les autres frontières. Ouais. Alors, c'est effectivement un schéma tactique qui est répété, qui est envisagé, qui est planifié. C'est la saisie d'un point particulier dans la profondeur du dispositif. En fait, on va chercher un point d'entrée. Donc là, en l'occurrence, c'était une plateforme aéroportuaire. S'en emparer, la sécuriser pour permettre l'arrivée de renforts par la voie aérienne. Donc ça, c'est des schémas d'emploi qui sont travaillés. Le fait de saisir une plateforme aéroportuaire, ça on visualise très bien. Ça peut être le fait d'aller saisir un point particulier du terrain qui va permettre, par exemple, d'assurer une ligne de débouché à une autre unité amie, une unité blindée. Et tous les moyens d'y arriver sont bons. C'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que y arriver par un assaut héliporté, on peut y arriver par un parachutage, on peut y arriver par un posé d'assaut si la plateforme n'est pas tenue. Voilà, donc tout ça est étudié en fonction de la situation ennemie, mais l'objectif reste le même. Effectivement, s'emparer d'un point, et c'est pas une manœuvre qui se suffit à elle-même. C'est bien évidemment le début d'une opération beaucoup plus complexe. En fait, on va ouvrir la porte, en quelque sorte. Ça fait partie des exercices qui sont aussi drillés dans le cadre de Orion. C'était le cas en 2023, ce sera le cas aussi en... Ça a été effectivement drillé dans le cadre d'Orion, sur la plateforme de Castres, en l'occurrence. Pour l'instant, je connais pas le scénario du prochain exercice Orion, mais c'est évidemment, c'est des thèmes tactiques qu'on a à cœur de travailler et de bien maîtriser. Mais en tout état de cause, notre travail, ce sera de passer effectivement derrière la ligne, avec plusieurs cas d'emploi. Ça peut être cette saisie de points particuliers, ça peut être la volonté, là pour le compte, d'aller désorganiser le dispositif ennemi dans la profondeur, d'être en quelque sorte le caillou dans la chaussure, soit par du combat très très décentralisé, semer le doute, perturber, créer des dilemmes tactiques pour le chef ennemi. Soit en concentrant des forces sur un point particulier du terrain, créer une menace sur ses arrières qui l'oblige à divertir des forces, ou à se couvrir avec un volume important de forces, donc réduire sa capacité sur son axe principal. Tout ça, bien évidemment, en coordination avec les autres éléments, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la brigade, c'est un système de combat qui est autonome en ce sens on dispose de toutes les capacités internes dont on a besoin pour mener le combat, mais on le fera dans le cadre du combat de la division, voire dans certains cas de figure, on peut être encore au niveau supérieur. On est isolé d'une certaine manière sur le terrain, mais notre combat, il est bien évidemment relié, il produit des effets dans le cadre d'une manœuvre qui est plus complexe et qui est celle du niveau supérieur. Oui, et de plus en plus, quand on voit les événements géopolitiques, on n'est plus dans un cadre d'un corps expéditionnaire, comme c'était le cas par exemple en Afrique, au Sahel, où là vous intégrez dans un dispositif de l'OTAN en Europe. Comment ça se passe justement cette évolution? C'est une évolution logique assez simple à appréhender, ou au contraire il y a quand même pas mal de complexité? Alors je vous mentirais en disant que c'est simple. Il y a beaucoup de travail, de coordination, dès lors qu'on agit au sein d'une coalition, et dès lors qu'on se projette dans des cas d'engagement majeur, avec forcément un certain nombre de paramètres qui sont beaucoup plus contraignants que ceux qui peuvent prévaloir dans des opérations de plus petite taille.
Après, c'est du travail, c'est de la méthode, de la rigueur pour se réapproprier les schémas, connaître les plans, définir les cadres potentiels d'emploi, et puis partant des effets qu'on a à produire sur le terrain, et c'est le travail auquel on s'attelle depuis quelques années maintenant, hein, ça avait été initié par mes prédécesseurs, développer une réflexion qui prend en compte tous les aspects du problème. On a un effet à produire sur le terrain, ce faisant, on va rencontrer un certain nombre de problèmes tactiques, on va trouver une opposition de l'adversaire, mais comment on réussit malgré tout à gagner grâce à une organisation qui soit parfaitement adaptée, un entraînement qui nous permette de réaliser les tâches qu'on a réalisées, du matériel qui correspond à nos besoins, etc., dans tous les aspects. Ouais. Donc, ça demande beaucoup de travail. Dans un premier temps, c'est un travail qui est, je dirais, intellectuel, de planification, de détermination de ces différents paramètres. Donc on a conduit ces travaux, là, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ardemment là-dessus. Et puis ensuite, c'est passé à l'épreuve, au test, en fait, grâce à des thèmes d'exercice qui sont bien ciblés, qui nous permettent de mettre en œuvre ces procédés, et puis de voir ce qui reste à améliorer et comment on les réalise. Voilà. Donc on le fait à différentes échelles. On a réalisé des exercices de niveau compagnie. Notre ambition maintenant, c'est d'arriver à des choses de plus en plus complexes. Et Orion, bien évidemment, ce sera un point d'orgue avec je dirais la totalité des moyens disponibles pour mettre en œuvre ces scénarios. Voilà. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que on a sous les yeux le conflit ukrainien. Comme vous l'avez souligné, il y a une phase de mouvement initialement. Là, on est plus sur un conflit qui s'est gelé, sur un front qui est assez stable. Et on retrouve des images qui nous font frémir, mais on a gardé tranchées, etc. Les cas de figure auxquels on réfléchit sont pas limités à cette seule séquence. En fait, il faut pas regarder que la photo, il faut regarder tout le film. Ouais. Et puis s'imaginer un engagement majeur sur un front beaucoup plus large, avec une réaction qui serait celle de l'Alliance Atlantique, donc prendre en compte la totalité des partenaires, la totalité des points de fragilité qu'on connaît parfaitement, hein, des cibles potentielles, et puis également dans le dispositif adverse, les endroits où potentiellement la ligne de défense sera beaucoup plus légère et où on peut créer ces fameux dilemmes, c'est-à-dire porter l'effort plus loin sur une zone qu'il a choisi de dégarnir pour concentrer ses efforts, et puis donc agir sur toute la largeur du fuseau. Ouais. Et ça peut être une tâche des troupes aéroportées. Ça je dirais que c'est travaillé au sein de l'Alliance et avec les Américains notamment. L'exercice récemment organisé en Roumanie sous Response, auquel le premier RCP a participé, démontre cette capacité d'intervention rapide, porter des forces à un endroit où on les attend moins, où on va pouvoir créer un rapport de force favorable, ou encore une fois gêner une manœuvre adverse, perturber la concentration des efforts en un seul point de notre adversaire. Vous qui avez une expérience américaine, qui a vu aussi des exercices avec les Américains, vous percevez ça, est-ce qu'on perçoit une montée en puissance du paratroopers ou pas forcément? Alors c'est pas directement lié à mon expérience aux États-Unis, parce qu'encore une fois j'étais dans le corps des Marines, donc plutôt tourné vers les opérations amphibies, dans une période particulière qui était celle de l'engagement massif en contre-insurrection à la fois en Irak et en Afghanistan, avec un corps qui se posait déjà à cette époque des questions, je vais dire quasi existentielles, de perte de savoir-faire amphibie, de perte de savoir-faire de haute intensité. Donc toute une réflexion sur comment, tout en remplissant la mission de contre-insurrection, on fait pas tomber nos savoir-faire plus complexes et plus larges à zéro. Donc c'était d'une certaine manière assez emblématique de la période qu'on vient de vivre. Et donc j'ai pas d'exemple d'exercice qu'on ait conduit qui soit lié à ces thématiques. Voilà, mais disons que la réflexion sur des opérations plus conventionnelles avec la saisie de points clés, la
le travail dans la profondeur, oui, on a pu l'envisager. Après, les unités aéroportées des marines, c'est essentiellement des unités de reconnaissance, il n'y a pas de capacité, voilà, pas de capacité telle que celle qu'on développe ici à 11e BP. Ouais. Bon. J'aimerais qu'on parle un peu de prospective, parce que ça fait partie aussi de l'esprit parachutiste aussi, de réfléchir un peu à ce qui se passera plus tard. Alors on parle beaucoup de combat, on parle beaucoup de cyber, on parle beaucoup d'IA dans les armées, on parle beaucoup de drones. Oui. On a l'impression qu'on irait vers un champ de bataille déshumanisé. C'est des machines, des robots, etc. Dans tout ça, qu'est-ce que vous portez comme regard sur ça? Parce que c'est vrai que l'Ukraine a remontré des images, vous l'avez dit, de tranchées, on a besoin de voir des images de Verdun colorisées, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Quel regard vous portez sur le combat de demain et notamment la place du parachutiste là-dedans? C'est celui que vous venez de décrire, c'est-à-dire que là, il y a la conjonction de la très haute technicité, du progrès technologique, le fait cyber par exemple, et dans le même temps, on a une unité de deux quasiment, on a des tranchées et on a des gens qui tiennent la ligne dans des conditions extrêmement difficiles à cause du climat, à cause de la pression, des bombardements, etc. Donc les deux en fait coexistent. Et donc du coup, plutôt qu'une évolution du fait guerrier vers ce que vous disiez, un champ de bataille complètement déshumanisé, moi ce que je crois profondément, c'est qu'en fait on va avoir la conjonction des deux et la nécessité d'avoir des soldats qui soient à la fois extrêmement rustiques, qui aient gardé toutes les capacités morale, physique, d'endurance, de capacité à encaisser, tout en étant capable de maîtriser des technologies très avancées. Et je dirais que le défi c'est celui-là, c'est-à-dire pouvoir agir sur tous les fronts. Et ce qui caractérise l'engagement en opération aujourd'hui, c'est vraiment le fait que l'ensemble des champs est ouvert et que le combat il se déroule dans tous les champs possibles. Donc on s'efforce, nous, au niveau tactique, au sein de la brigade, de prendre en compte au mieux ce fait, en développant notre réflexion. Quand on planifie une opération tactique, on la planifie aussi dans des dimensions immatérielles. C'est-à-dire qu'on va chercher à travailler non seulement les effets cinétiques, mais également les effets sur les perceptions de l'adversaire, et ce faisant, pas dire qu'on révolutionne le fait militaire, l'utilisation de la ruse, de la diversion, tout ça c'est aussi vieux que l'histoire du combat, mais ça va s'appliquer en utilisant entre guillemets des supports ou un espace qui peut être l'espace cyber, l'espace informationnel, qui est absolument nécessaire de maîtriser. Ça engage en fait beaucoup de réflexions en termes d'innovation, d'adaptation de nos moyens. Je pense que la partie système d'information et de communication est absolument clé à maîtriser dans ce domaine. Voilà, pour combattre aujourd'hui, il faut capacité à passer des flux vidéo, des flux d'images. Il faut être conscient que dès lors qu'on émet ou qu'on déploie des moyens radio, on a une signature qui peut être décelée et donc on est vulnérable. Donc ça impose en fait de prendre autant la menace cinétique, c'est-à-dire les obus et les balles de l'adversaire, que notre propre rayonnement électromagnétique dans notre mode de réflexion, la manière dont on va concevoir notre manœuvre et dont on va bouger sur le terrain pour éviter de se faire déceler d'une part et puis de porter des coups pour pouvoir porter des coups d'autre part. Donc c'est une complexité beaucoup plus importante, je dirais, et la nécessité de développer de nouveaux savoir-faire et de les intégrer à notre manœuvre tactique. Ça c'est le point clé. Ça va être travaillé à Orion 23. On continue à réfléchir en termes, avec différents mandats sur différents aspects, continue à construire entre guillemets nos briques de savoir-faire, et puis développer des savoir-faire collectifs, mais également la formation et savoir-faire individuel en éveillant et en formant nos officiers à la maîtrise de ces nouveaux paramètres. Ouais. Dans ces nouveaux paramètres, il y a pas mal c'est pas vraiment des nouveaux outils, mais on peut parler des drones, on peut parler aussi du spatial qui monte en puissance. D'ailleurs, à Toulouse ici, il y a aussi depuis peu le commandement de l'espace, qui sera d'ailleurs, petit spoiler,
le sujet du prochain dossier de Défense Zone sur le papier, où ils ont bien accueilli au CNES pour parler de toutes ces problématiques et notamment de l'analyse, des communications satellites et ensuite de pouvoir donner des informations très précises aux unités au sol. Vous, est-ce que vous avez déjà des échanges avec eux ici à Toulouse? Comment ça se passe? Oui. On bénéficie à Toulouse d'un environnement qui est particulièrement propice pour une brigade interne. Donc, bien évidemment, on s'efforce d'en profiter au maximum en créant des liens avec un certain nombre d'acteurs toulousains, aussi bien d'industrie aérospatiale au sens large que je dirais tout le réseau éducatif toulousain, les grandes écoles, etc. On a fait le choix de s'inscrire dans une dynamique avec le maximum de partenaires possibles. On a organisé l'année dernière un challenge drone, donc il y avait une vocation interne de stimulation, un peu d'émulation, ça marche quand même pas mal ça, entre nos régiments, autour d'épreuves à la fois de dextérité de pilotage et d'épreuves tactiques, mais en invitant des industriels, des dronistes, en invitant un peu tout ce tissu de relations qu'on peut avoir à Toulouse, pour leur proposer un regard d'opérationnel sur ces questions. Voilà, c'est extrêmement enrichissant en fait de pouvoir discuter avec un ingénieur, parfois, un jeune ingénieur féru d'aéromodélisme. Il a sa vision technique, il va être extrêmement performant pour créer l'objet. Mais, et c'est normal, il se figure pas nécessairement au départ les conditions d'emploi et les contraintes auxquelles l'opérateur va être confronté. Et voilà, et 48 heures avec un bon temps de para à Kélus, sous la pluie, dans le froid, et des conditions loin d'être idéales pour le vol. On comprend tout de suite l'intérêt d'une interface homme-machine très simple et facile. On comprend tout de suite le fait qu'il faut que le matériel soit entre guillemets rustique et très résistant. Et puis, on ouvre des champs de discussion extrêmement stimulants. Donc ça, c'est vraiment un aspect sur lequel je suis très attaché. Et puis, on l'élargit au fur et à mesure. Là, on vient de signer le mois dernier une convention avec Supaéro, de manière à au mieux faire rencontrer nos besoins, l'expression de nos besoins et les capacités de réflexion et l'ingéniosité des élèves, toujours dans ce champ des drones. Donc autour de projets qu'on est en train de définir, cahier des charges qu'on est en train de définir ensemble. L'idée étant que nous, on leur fournit un cas d'usage, on leur expose nos contraintes et nos besoins, et eux, ils répondent au mieux. Donc c'est extrêmement stimulant et c'est, je dirais, emblématique de ce qu'on peut et de ce qu'on doit faire à Toulouse en termes de coopération. Voilà. Voilà pour les drones. Après le spatial, c'est effectivement un champ aussi extrêmement important pour nous. Je pense qu'on est pas mal positionné actuellement. On a de bonnes relations avec le CE, notamment à la partie innovation, pour leur fournir, c'est toujours la même démarche, des cas d'usage d'une manœuvre aéroterrestre et des services spatiaux dont on peut avoir besoin. Donc on échange, on a bien travaillé au moment d'Orion 23, on continue à échanger avec eux. On a des relations avec des entreprises toulousaines de services spatiaux, là aussi pour expliciter nos besoins, et puis pour faire en sorte qu'ils développent des services qui soient les plus, dans toute la mesure du possible, qui restent dual, mais qui soient les plus performants pour nous et qui nous fournissent exactement ce dont on a besoin en termes de géolocalisation, de communication satellitaire, etc. Donc on avance pas mal. Et Toulouse, pour ça, est vraiment le place to be. C'est vrai. Pour revenir sur les drones, toute l'armée de terre s'est saisie de cette question. Je pense que quasiment tous les régiments sont plus ou moins formés, acclimatés à cette question-là. Pourquoi les régiments de la brigade parachutiste sont les mieux placés pour maîtriser cette thème? Je sais pas, j'ai pas de prétention, et je me place pas dans une logique de compétition. L'intérêt, c'est que toute l'armée de terre s'y mette et soit la plus efficace possible, bien évidemment. Je dirais qu'au départ, du coup, on a peut-être une forme d'acculturation à la 3D, à la troisième dimension, qui nous a permis de franchir un port assez rapide, notamment pour lisser un certain nombre de choses qui étaient perçues comme des contraintes administratives, réglementaires, qui allaient contre cet effort pour voler et puis pour être le plus dynamique possible dans ce domaine. Tout simplement en faisant un parallèle entre notre pratique du saut
et la pratique du vol drone. En fait, on a une correspondance quasi parfaite de toutes les étapes de préparation, d'exécution et de compte rendu de fin de mission. On s'aperçoit que toutes les étapes sont en miroir, et donc c'est des choses qui sont bien maîtrisées. C'est une culture qui est déjà bien ancrée. Et je dirais que la principale difficulté au départ, c'est de pouvoir mettre en formation tout notre réseau de spécialistes du drone, officiers de sécurité des vols, référents, etc., au sein de l'école des drones de l'armée de terre, pour avoir cette formation uniforme et cette capacité à avoir une compréhension globale et univoque des situations. Puis une fois qu'on a formé ces cadres, les mettre en régiment au sein de cellules drones qu'on a créées dans chaque bureau opération pour être en permanence à la fois celui qui contrôle, qui vérifie la conformité et celui qui aiguillonne et qui rappelle sans arrêt que c'est un vrai défi et que ça doit jamais être vu comme une contrainte, mais systématiquement comme une opportunité. Il faut voler. Et plus on vole, plus on apprend, plus on forme, plus on répand cette culture. Moi, je suis convaincu que, d'une certaine manière, de la même manière, comme un soldat, chaque soldat, quelle que soit sa fonction, sait tirer au fusil. Chaque soldat, au bout d'un moment, devra avoir une compréhension de ce que c'est que la troisième dimension, être capable de comprendre les principes fondamentaux du vol d'un drone. Donc il y aura des gens plus ou moins formés, plus ou moins pointus dans leur domaine, mais ça doit être un fait et c'est valable pour tous les chefs tactiques qui doivent, même si c'est pas eux qui actionnent l'engin en soi, ils doivent être capables eux de concevoir leur manœuvre en utilisant ce moyen et donc en connaissant les grands déterminants de cette de l'emploi de ce nouvel outil. Après c'est l'élargissement de la gamme des drones qu'on va utiliser. Là on est essentiellement sur de l'observation. On a un objectif qui est triple et qui est très clair, c'est tirer à partir sous drone, c'est capable d'observer et de déclencher un tir en utilisant l'observation d'un drone. C'est ensuite idéalement tirer à partir de drone. Là on travaille sur des projets de munitions téléopérées par exemple. Plus ou moins spécifique en fonction de l'emploi qu'on veut en faire. Et puis, c'est également le troisième volet, se défendre drone adverse, donc tirer sur les drones, qui est quelque chose qu'on travaille également, sachant qu'il y a beaucoup de projets en cours de développement, et on participe à cette réflexion pour pouvoir mieux se protéger de ces engins. Voilà. Ouais, on voit que la défense anti-drone, c'est clairement à la mode en ce moment. Les JO aussi ont popularisé ça, parce que c'est la menace numéro 1. Dans les airs. Et donc, est-ce que la brigade para est déjà équipée de fusils anti-drone électromagnétiques, ce genre de choses? Oui, le 35e RAP, notre régiment d'artillerie est équipé de matériel. Et puis, on réfléchit à élargir la gamme. Et systématiquement, dès qu'il y a une expérimentation ou un développement de matériel au sein de l'armée de terre, dans toute la mesure du possible, on se met sur les rangs pour pouvoir se proposer comme expérimentateur, participer aux évaluations technico-opérationnel et fournir un avis et là encore une vision d'un OPS sur ces questions-là. Donc on est dedans. D'accord. Alors, en parlant des JO, des Jeux Olympiques, qui se déroulent, qui commencent au moment où on a cet entretien ensemble. D'ailleurs, la cérémonie, c'est ce soir, au moment où on enregistre. Quelle a été la part de la brigade para dans la sécurisation de ces Jeux Olympiques? Alors la brigade, elle est engagée dans la mesure où on a un état-major tactique, celui du 35 d'ailleurs, dont on vient de parler, qui est déployé à Paris, et donc qui a pris le commandement d'un groupement et une trentaine de sections qui sont effectivement déployées, donc des unités de plusieurs de nos régiments qui sont à pied d'œuvre au moment où on parle, aussi bien dans Paris que sur certains sites extérieurs pour sécuriser un certain nombre d'épreuves. En plus de ça, on maintient une alerte pendant tout l'été, un volume conséquent de sections, avec un deuxième état-major qui se tient prêt à décaler si besoin. Donc c'est une participation qui est importante en volumétrie et qui s'inscrit en plus dans une programmation de la brigade qui est assez dense. On sort d'une phase de projection, on est investi sur les JO et on est très fiers de le faire d'ailleurs. Et on repart dès la rentrée sur un nouveau cycle de projection. On a un été qui est assez exigeant
pour nos parachutistes. Ils sont sur un bon rythme en ce moment. Sur un bon rythme, mais sur un bon suivi aussi des événements géopolitiques, parce que vous avez été, la brigade et directement, à vous de m'expliquer sur l'opération à Gaza, avec le largage de vivres, de support humanitaire, pour le coup, via le FTP, le premier FTP. Ouais. Comment se passe cette mission et comment est-ce que la BP pilote directement ce genre de mission? Non, alors la BP ne pilote pas ou ne commande pas ce genre d'opération. La BP, en fait, moi, mon rôle en tant comme BP, c'est d'assurer que les éléments qu'on va fournir, notamment dans le cadre du dispositif d'alerte dont je parlais, soient équipés, entraînés, formés, bonne de guerre, entre guillemets. Mais j'ai pas de rôle direct dans la chaîne de commandement tant que je suis à Toulouse, tant qu'on n'est pas désigné pour prendre notre place avec l'état-major dans la chaîne C2. Donc là, c'est le CPCO qui a, comme toutes les opérations, déclenché cette opération. Elle s'est appuyée au départ sur le dispositif d'alerte. Le premier RTP, c'est sûrement un des régiments de la brigade qui contribue, qui a le taux de personnel en alerte le plus important, parce que c'est des spécialistes dont on a besoin dans toutes les configurations de projection. Et donc ils sont partis dans des délais très rapides. On a assemblé la force à Toulouse, à Francazal, sur le pôle national des opérations aéroportées, donc qui est notre hub pour assembler une force et la projeter dans l'urgence, qui présente l'avantage de pouvoir nous permettre de rassembler, de faire converger les unités de la brigade très rapidement, parce que Francazal, tous les régiments sont en étoile autour et peuvent arriver le plus vite possible. De pouvoir planifier sur place. On dispose d'infrastructures humoristiques, mais qui nous permettent de faire tout le travail de réflexion en amont, et puis de conditionner les charges, de préparer les avions pour pouvoir partir. Donc là, en l'occurrence, le premier RTP est parti en Jordanie, très très rapidement, et a conduit cette opération qui est assez intéressante, parce elle leur a imposé d'utiliser toute leur palette de savoir-faire en fonction des situations. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique intéressante du premier RTP. Ils maîtrisent tout un tas de savoir-faire, et en fonction de la situation tactique, ils vont adapter de manière à trouver la solution la plus efficiente possible. Donc là, on a commencé par des choses très très pointues, parce que les avions ne pouvaient pas passer au-dessus des zones de largage et devaient rester très haut. Donc il va falloir chercher là des colis guidés. Ensuite, on a pu descendre, et on a pu passer à d'autres techniques. Et enfin, on est arrivé à une situation où on a pu aller assez bas, au-dessus des zones de largage. Et là, on est revenu aux techniques les plus simples. Notamment, on a remis en œuvre, le premier RTP a remis en œuvre des choses qui n'avaient pas été faites depuis les Balkans dans les années 90, donc des largages de petits colis en chapelet. Parce que derrière tout ça, il y a aussi un rapport coût-efficacité, bien évidemment, puisque c'est du matériel qu'on largue. Là, en l'occurrence, on ne récupère pas. Donc ça a été une très belle séquence où ils ont pu montrer, d'une part, la réactivité de la brigade, son niveau de maîtrise technique, et puis se coordonner avec nos partenaires, les Jordaniens, bien évidemment, mais également tous ceux qui agissaient au-dessus de la zone pour apporter des secours aux populations. Une très très belle séquence, de notre point de vue. Non. La brigade Para est une des brigades qui opère le plus sur le volet humanitaire, on pourrait dire presque, parce qu'il y a il y a eu aussi Haïti, il y a eu aussi des déploiements en urgence sur des événements climatiques, humanitaires. Oui. Alors, c'est pas une vocation humanitaire en soi, en fait. On en revient à l'idée que je développais, c'est la capacité de réaction. Et qui dit catastrophe humanitaire dit en général des délais de réaction extrêmement contraints. Donc l'élément le plus facile à projeter, qui a vocation à l'être dans un premier temps, c'est la QRFTAP. Ce qui explique que ce soit des paras du 3, par exemple, qui soient allés sur place après la tempête Irma. Encore une fois, empreinte logistique très très légère, capacité et habitude et mentalité façonnées pour pouvoir travailler dans des conditions très dégradées avec une log très légère. Et une fois qu'on a posé ce premier dispositif, on est
on est amené à revenir en métropole et on construit notre dispositif avec davantage de moyens au fur et à mesure. C'est le dernier cas d'usage, c'est la Nouvelle-Calédonie également, où pour renforcer les forces de sécurité intérieure au tout début de la crise, le choix a été fait de projeter 2 compagnies à partir de cet élément d'alerte. Donc tout le dispositif était en alerte à 48 heures, l'alerte a été réduite, puis le choix a été fait finalement de projeter 2 compagnies, sans la capacité de commandement, puisque sur place il y a tout ce qu'il faut, donc l'état-major n'est pas parti, mais en revanche on a un certain nombre d'unités qui sont sur place et qui vont passer quelques mois le temps que la situation se calme. C'est cette question de l'urgence de suivre un petit peu aussi quelque part l'actualité internationale, de vivre les moments d'histoire. C'est ça qui attire les parachutistes, c'est ça qui vous a attiré aussi dans cette spécialité? Ouais, personnel. Ouais, indéniablement. Ouais. Je pense que c'est ce que. Alors, est-ce que les jeunes parachutistes en ont une pleine conscience quand ils s'engagent? Je suis pas certain. Je dirais qu'au départ, ce que la plupart mentionnent comme facteur de motivation, c'est d'abord le fait de rejoindre des unités qui ont un esprit de corps très fort, et de se confronter à la première épreuve qui est le saut, qui reste quelque chose de très formateur et qui va façonner le jeune parachutiste et qui continue après à façonner la brigade. Ça reste une activité particulière. Elle est singulière au sens où, quel que soit son niveau dans la hiérarchie de la brigade, il y a qu'un moyen de sauter, passer la porte. Et chacun porte son matériel et donc ça crée une forme de cohésion qui est extrêmement forte. Donc ça, c'est peut-être leur première motivation au départ. Et puis, ils découvrent assez rapidement, puisqu'ils sont très rapidement d'alerte, ce rythme de vie et effectivement, la montée de tension qu'on connaît, hein, quand on est en unité de combat, on suit l'actualité et on se dit, là, ça va, potentiellement, ça peut décaler. Donc, je disais, ça façonne l'état d'esprit. Je pense que c'est vraiment ça. Être prêt en permanence. Être prêt en permanence et à la fois dans tous les aspects techniques, administratifs, toute la préparation qui doit être la plus rigoureuse possible. Et puis, en termes d'état d'esprit et de forme physique. Il ne s'agit pas de se poser des questions une fois que le départ a été donné. Hein. Donc, ça marche bien. Je suis assez satisfait de ce qu'on voit dès lors qu'il y a une alerte qui est déclenchée. Ça réagit très vite. Pour terminer cet échange, est-ce qu'il y a un conseil, un enseignement, un déclic peut-être que vous avez eu à titre personnel ou qu'on vous a donné, que vous aimeriez partager aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, pour peut-être les encourager, pour dissiper des moments de doute aussi peut-être, parce que vous avez dit sauter d'un avion, c'est pas anodin, suivre une formation de parachutiste, c'est pas anodin, partir sur une opération pareil. Qu'est-ce que vous aimeriez partager? C'est une question qui est vraiment pas simple. J'aurais énormément de choses à dire. Si je peux faire preuve de beaucoup d'originalité, je vais revenir à ce que j'avais dit à mes parachutistes quand j'ai eu l'honneur de commander le 8. Traditionnellement, le chef de corps fait broder une devise personnelle sur le fanion qui indique sa présence sur le mât des couleurs quand il est au quartier. Et j'avais fait broder un seul mot, servir. Voilà. Parce que je pense que c'est celui qui donne un cap dans toutes les circonstances, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve. En fait, ça doit être notre boussole. C'est notre boussole, comme je disais, quand il faut y aller, quand il faut s'engager. C'est le choix qu'on a fait. Ça doit être aussi la boussole ou le cap, quand on attend, quand on s'entraîne sans relâche, que ça part pas, et qu'il faut encore à nouveau s'entraîner sans relâche, et qu'on enchaîne les activités, et que à chaque fois on se donne à fond, parce que c'est le choix qu'on a fait, on doit s'y tenir. C'est une question d'honneur, c'est une question de conviction personnelle. Je pense que même si ce sera pas forcément exprimé par tout le monde de la même manière, je pense que c'est quand même quelque chose auquel on est tous au sein de la brigade profondément attachés. Et encore une fois, à mon sens, c'est le mot qui a le plus de sens dans le métier qu'on fait.
Je vais peut-être terminer sur cette question-là. Servir, ça veut dire aussi donner un sens à sa mission. On a reçu dans ce podcast le chef de corps du CEFIM de Kélus qui vous alimente en nouveaux parades et avec qui on a beaucoup parlé de ça sur ces questions de jeunes générations. Voilà, ça fait un peu boomer dit comme ça, mais ces jeunes qui sont un peu en perte de sens, qui se questionnent sur des questionnements d'identité, de choses comme ça. Vous, quel regard vous portez sur ça? Vous voyez une forme de continuité, ou est-ce que les paras que vous voyez, les jeunes paras d'aujourd'hui, c'est les mêmes que jeunes paras que vous aviez comme camarades quand vous avez commencé comme chef de section, par exemple? Non, ils sont forcément différents et ils sont forcément marqués par leur génération. Je crois, c'est des faits sociologiques. Après, je vais pas disserter sur la génération Z et ses caractéristiques, etc. Mais les jeunes paras qui arrivent dans nos rangs, et c'est le lieutenant-colonel Bonnard a dû largement développer ce sujet. Ils arrivent de la société civile. On les prend tels qu'ils ont été éduqués dans la famille, instruits à l'école, et on les prend avec, alors j'allais dire leurs qualités et leurs défauts. On les prend tels qu'ils sont pour les amener là où ils doivent être pour être de bons parachutistes. Donc, qu'est-ce qui change fondamentalement ? C'est une question très complexe. On échange beaucoup là-dessus pour essayer justement avec le chef du CEFIM. Affiner notre pédagogie, nos programmes d'instruction, de manière à ne renoncer sur rien sur la qualité du produit fini, mais à être toujours dans une attitude de remise en cause sur la manière dont on va y arriver. Moi, ce qui les caractérise, et ma principale source de mon ressenti, il est lié aux échanges que je peux avoir ici toutes les semaines avec la garde. Chaque régiment fournit un groupe de garde à tour de rôle au quartier général. Donc, dans toute la mesure du possible, dans un peu du temps, je m'efforce d'avoir un échange formel avec eux au cours d'une revue. Ce qui me frappe, c'est leur besoin de reconnaissance. Je pense qu'ils ont tous une soif d'être reconnus pour ce qu'ils font, pour leur grande qualité, parce que c'est des jeunes paras qui sont généreux dans l'effort, qui sont prêts à y aller. Après, une des difficultés qu'on a à prendre en compte par rapport à cette génération, c'est la difficulté qu'ont certains à se projeter et à comprendre qu'en fait, ils sont pas face à un tapis roulant qui leur amène les événements, mais que c'est à eux d'aller vers l'avant, de se fixer des objectifs, d'avoir une saine ambition, et puis de travailler pour l'atteindre. Parce que notre système fonctionne sur ces principaux ressorts de notre institution. Quand on incorpore une section militaire du Rhône au CEFIM, on pense déjà d'emblée à qui a le potentiel, qui visiblement a les capacités qu'on va continuer à développer, bien évidemment, ça se fait pas en un jour, pour devenir un jour un caporal, et puis pour les meilleurs d'entre eux devenir sous-officiers, pour les meilleurs des sous-officiers, les pousser, parfois alors qu'ils sont pas volontaires d'emblée à passer des concours pour aller plus loin, etc. Donc il y a vraiment tout ce travail à faire et leur faire comprendre qu'ils sont vraiment acteurs de leur parcours et de leur carrière. Oui. Après, c'est une réflexion qui est plus personnelle. Moi, je pense que là il y en a beaucoup. Là, on sort d'une période d'opération extérieure extrêmement riche. On avait cette source de motivation qui est complètement légitime. Hein. Moi-même, j'ai envisagé mon parcours sous cet angle-là. Partir en opération, c'est l'aboutissement de journées, de mois, d'années de travail, et on est là pour ça. On a tous envie d'y aller. Là, le rythme opérationnel va être un peu différent, donc il y a plus cette motivation, cette carotte d'une certaine manière. Donc comment on va puiser dans la motivation, comment on va donner du sens, que je disais, il faut avoir la notion de service comme principe cardinal dans tout ce qu'on fait, et comment on les éveille à ça. Tous les jeunes parents. Les campagnes de recrutement insistent beaucoup sur, d'une certaine manière, entre guillemets, le développement personnel. C'est souvent un individu qui est mis en avant sur la photo. Je pense que ce qu'il faut jamais oublier, c'est qu'en fait, cet individu va travailler au sein d'un groupe, il va servir au sein d'un groupe, et c'est vraiment la force collective qu'il faut maintenant mettre en avant.
Et puis des choses toutes simples. Là, je vais pas être très original à mes propos. Servir son pays. Donc l'amour de la France qui doit être aussi cultivé au quotidien, qu'ils ont, mais qu'ils s'expriment. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut les aider à le formaliser. Voilà. Donc c'est un moyen de donner du sens. Ouais. Super. Ben, merci en général pour cette. Merci beaucoup. Great.